audio est activé. Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire numéro 5, donc des rendez-vous sécurité. Donc, je suis Vincent Garneau, chargé de projet pour la Chambre de commerce Occitanie sur la thématique santé-sécurité. Donc, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour traiter de la thématique service à la personne au domicile, comment repérer et prévenir les risques professionnels. Donc, on se retrouve pour ce webinaire avec deux experts, donc Monsieur Frédéric Jean, donc qui est ingénieur prévention à la CARSAT Languedoc-Roussillon, qui interviendra en première partie de ce webinaire. Et ensuite, nous bénéficions d'un retour d'expérience d'entreprise. Donc, l'entreprise Vivadom, qui est implantée dans le Gard, donc avec sa responsable des ressources humaines, qui est Madame Valat. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous un bon webinaire et je passe la parole à Monsieur Jean. Merci beaucoup, Monsieur Garneau. Alors, pour débuter, un mot de la CARSAT Languedoc-Roussillon. Tout d'abord, c'est l'organisme assurant le calcul et la liquidation des retraites, le suivi des publics fragiles par notre service social, et bien sûr, le conventionnement des services d'aide à domicile pour les plans d'accompagnement personnalisé des seniors. Également, la CARSAT est l'interlocuteur en région des employeurs et des salariés du régime général pour l'assurance de leurs risques professionnels. Notre rôle est de concevoir des approches de prévention et de promouvoir la santé au travail sur des secteurs prioritaires. À ce titre, en Languedoc-Roussillon, tout secteur confondu, nos interventions touchent environ 3000 entreprises par an, représentant un tiers du risque, accidents du travail et maladies professionnelles. Notre expertise s'est développée depuis 10 ans dans le secteur sanitaire médico-social, notamment dans les établissements, où notre programme régional 2014-2018 a permis de faire progresser environ 200 d'entre eux sur la prévention des risques liés à l'activité physique. Alors c'est fort de ces enseignements que je vais tenter de dresser dans un premier temps les enjeux de prévention dans les services à la personne, les enjeux humains, sociaux, économiques. Avant d'exposer les déterminants d'une démarche de prévention des risques professionnels, puis enfin de vous proposer des pistes d'action. Alors, dans un premier temps, ce qu'il est important de partager avec vous, c'est la vision de l'assureur. Pour initier une culture de prévention, notre vision en tant qu'assureur des risques professionnels, c'est de faire de la prévention des risques professionnels, des aidants salariés, un levier d'amélioration de la qualité des services et des soins à la personne aidée. Trois fondements à ça. Un premier lié au lien entre la qualité des soins et des services, en lien avec le maintien d'autonomie des personnes aidées, et en cela, le dépistage des fragilités peut être un écho au dépistage des risques professionnels. Deuxième effort qui est vécu et contrainte qui peut être vécu par tous les services d'aide à domicile, c'est le besoin d'attractivité et aussi de fidélisation de leurs soignants, de leurs auxiliaires de vie. La prévention des risques professionnels peut être une réponse à ce besoin. Et enfin, l'enjeu de vieillissement des salariés qui peut être un facteur d'exposition supplémentaire pour certains risques. Justement, en parlant de risques, je vais vous proposer, si M. Garneau en est d'accord pour lancer une petite animation, quel type de risque on peut rencontrer dans le secteur des services d'aide à domicile, autour de quelques propositions. Voilà, vous les avez à l'écran. Alors là, c'est plutôt l'appréciation sur le webinaire. Voilà. On va faire afficher. Oh, désolé. Oui, je pense qu'il vaut mieux redémarrer la présentation, tant pis. Alors, redémarrons la présentation. C'est pas très grave. On va revenir sur la...
C'est vous qui l'a redémarré? Ouais, tout à fait, excusez-moi. Voilà, si vous avez la main. Donc à la limite, si certains veulent réagir sur le chat plutôt, ouais. Vous pouvez, mais voilà, l'intérêt de vous présenter cet extrait d'un outil qui s'appelle Tuto Prêve Accueil Aide à la personne, c'est de pouvoir sur cet écran montrer les différents risques qui sont rencontrés au domicile. Alors bien sûr, on va rencontrer les glissades, aussi bien pour les personnes aidées que pour les intervenants. Voilà, je vois que certains citent les chutes de plaqués, l'agressivité, les risques psychosociaux, bien entendu. Un des facteurs qui va être intéressant à regarder, c'est les troubles musculo-squelettiques. Souvent, les troubles musculo-squelettiques, bien entendu, je n'ignore pas les risques routiers pour ceux qui l'ont cité, les troubles musculo-squelettiques vont être un des signaux faibles ou forts qui va s'exprimer dans l'exposition au risque des salariés au domicile et peut être sous-jacent à ces troubles musculo-squelettiques d'autres types de risques que certains d'entre vous ont cités. Alors, l'intérêt de cette approche de repérage des risques, et vous en avez cité un certain nombre, là aussi, un outil est mis à votre disposition. Certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà, le déploient, le pratiquent. Des évaluateurs des CARSAT ou d'autres acteurs du champ peuvent l'utiliser. C'est la grille de repérage, donc l'ED 4298, qui permet de repérer et prévenir les risques. Alors, c'est un outil qui peut trouver son application dans différents outils déjà proposés par les services d'aide à domicile, mais si on prend les 4 champs qu'il faut regarder dans le repérage des risques, dans le dépistage de ces risques, c'est tout d'abord toute l'utilisation du matériel et des équipements. Donc quand on regarde cet outil, notamment, on peut aller identifier le niveau de risque de l'utilisation de tel ou tel matériel et surtout déjà mettre le service d'aide à domicile en perspective d'un élément d'organisation ou de matériel complémentaire à introduire ou à proposer aux bénéficiaires. Si on regarde l'environnement de travail va être très important à identifier et à dépister, à analyser dès la mise en place du contrat auprès des bénéficiaires, puisque là, vous avez le cadre de travail de vos intervenants et des intervenants qui va être directement impacté par l'environnement de travail. Donc on peut regarder par exemple à l'écran tout ce qui va concerner l'accès au lit. Sur la partie des aides techniques à proprement parler, oui, quand je parlais de troubles musculo-squelettiques tout à l'heure, les transferts vont être des tâches de travail particulièrement exposantes pour les salariés des aides à domicile. Et là, en fonction des transferts, du rehaussement dans le lit, toutes ces aides, que ce soit des aides au transfert, des aides au déplacement, des aides à la toilette, il va être très important de pouvoir les repérer le plus tôt possible, soit s'ils sont présents, soit s'ils sont manquants. Et enfin, d'une manière globale, l'état général du logement, là on va revenir sur d'autres typologies de risques, notamment quand on parle de conditions d'hygiène, qui vont bien entendu être un facteur d'adaptation des conditions de travail de vos salariés. Alors finalement cette grille qui peut être utilisée de manière assez variable, il y a du bien, il y a du moins bien. À quoi elle sert et surtout le fond de cette grille, à quoi elle doit servir? Elle doit d'abord servir aux responsables de secteur, de permettre de connaître les caractéristiques du domicile et du bénéficiaire, pour l'aider dans l'identification des tâches et surtout dans le cahier des charges à établir avec le bénéficiaire. Parce que bien entendu, le lieu de vie du bénéficiaire, ça va être le lieu de travail de l'intervenant à domicile et que tout dépistage qui peut être fait à ce moment-là sera des éléments à prendre en compte par le responsable de secteur. Donc là, on est dans le repérage des risques. Dans le repérage des risques, premier point clé, c'est comment est-ce qu'on l'inclut dans le cahier des charges de la prestation. Deuxième élément d'éclairage que je voulais apporter cet après-midi, ça va concerner les aides techniques. Un autre outil que vous aurez en téléchargement à la fin de ce webinaire va concerner justement la panoplie, le catalogue des aides techniques qui peuvent être à disposition et qui existent.
cet outil qui sera en téléchargement va vous permettre déjà d'avoir une approche de quel type d'aide technique promouvoir en fonction des caractéristiques d'autonomie de la personne accompagnée. Alors à l'écran, tout n'est pas lisible, mais je vous ai mis à l'écran certains extraits que vous retrouverez dans ce catalogue. Alors par exemple, le premier encart que j'ai fait apparaître, qui vous permet de voir une codification couleur qui vous permet que vous pourrez lire en page 3 du catalogue, et qui vous permet d'identifier les aides techniques qui vont être pertinentes si la personne aidée est autonome, les aides techniques qui vont être pertinentes si une personne est semi-valide ou en perte d'autonomie, et enfin les aides techniques qui seront à privilégier dès qu'on a affaire à une personne aidée en forte dépendance, donc avec une perte d'autonomie avancée. En fonction de cette grille couleur, vous allez pouvoir regarder en fonction des différentes tâches d'aide à l'hygiène, d'aide au déplacement, d'aide à la mobilisation de le lit, d'aide au transfert, les différentes aides techniques qui peuvent exister. Certains professionnels sont plus ou moins sachants de ce domaine et cet outil a pour vocation de favoriser la connaissance de l'ensemble des acteurs du domaine sur les aides techniques pouvant exister. Là, par exemple, à l'écran, même si tout n'est pas lisible, vous pouvez reconnaître les différents codes couleurs que je venais d'expliquer. Par exemple, le guidon de transfert fixe peut être une aide technique à privilégier pour une personne autonome qui peut tout à fait réaliser elle-même ses transferts du lit à son fauteuil, mais qui a besoin d'un appui pour sécuriser son transfert. Des fois, souvent, cet appui peut être l'auxiliaire de vie et qui là s'expose, lui, à devenir lui-même cette aide technique. Or, une aide technique qui permet aux salariés d'être moins exposés est une aide technique intéressante. On peut aller jusqu'à des dispositifs comme le lève-personne roulant, le lève-personne sur rail, qu'on peut rencontrer très régulièrement en EHPAD ou en établissement, qui sont là à privilégier pour des personnes dépendantes. Un petit distinguo que je ne vous ai pas expliqué à l'écran, mais que vous pourrez voir dans ce catalogue, il y a des fois des petites pastilles LPPR pour liste des produits et prestations remboursables. Certaines de ces aides techniques sont prises en charge par l'assurance maladie. Donc, nécessité d'une prescription médicale et qui va favoriser leur implantation au domicile. Bon an, mal an, ce qu'il faut retenir de ce catalogue, c'est que quand une personne est autonome, par exemple un seul point d'appui au moment de la verticalisation, on va privilégier par exemple un guidon de transfert, une aide technique, dans lequel un professionnel de soins doit être sollicité pour introduire sa mise en œuvre au domicile, et auprès de l'introduire et de l'accompagner par des professionnels, l'accompagner auprès de la personne, auprès de leurs aidants, qu'ils soient proches ou de leurs salariés, et des autres professionnels de soins. Autre exemple, lorsqu'une personne est en perte d'autonomie, avec peu de force ou d'équilibre, qui n'a qu'un seul point d'appui au moment de la verticalisation, on utilisera un verticalisateur, par exemple. Voilà, deuxième outil très concret que vous pouvez utiliser dans la mise en œuvre de la prévention des risques professionnels dans vos activités. Alors, je ne vais pas tout détailler et finalement un outil est à votre disposition d'ores et déjà pour ceux qui le connaissent. C'est le site internet prévention-domicile.fr développé par l'IRSEM en partenariat avec la DGE, l'assurance maladie, l'INRS. Là, vous avez à l'écran, tout n'est pas visible encore une fois, mais je vous ai mis à l'écran la page d'accueil du portail qui vous permet d'accéder à l'ensemble des outils, je vous en ai présenté quelques-uns, mais aussi des vidéos qui permettent de présenter, d'animer des moments de sensibilisation à l'utilisation de telle ou telle technique ou d'accompagnement des personnes, des jeux, des serious games qui permettent aussi de simuler, de mettre en situation vos salariés pour leur faire, en tout cas, connaître connaître les risques que l'on peut rencontrer au domicile. Troisième élément que je voulais aborder après les enjeux et quelques outils que l'on peut mettre en œuvre de manière autonome ou accompagnée, comment est-ce que concrètement
un service d'aide à domicile peut se mettre en action et comment des acteurs comme la CARSAT ou le réseau prévention de l'assurance maladie risque professionnel peut les aider. Alors d'abord, bien préciser comment nous, CARSAT, nous pouvons intervenir. On intervient au travers de programmes d'accompagnement et de contrôle par secteur d'activité où nous choisissons des établissements que l'on intègre dans ces programmes et on leur fait suivre un parcours. Ce parcours va s'appuyer à la fois sur notre offre de services. Je vous en ai donné un très rapide éclairage sur les outils préalables, des incitations financières, et là en l'occurrence une convention nationale d'objectifs existe dans le secteur d'activité de l'aide et soins à la personne, et enfin le dispositif de formation, j'y reviendrai juste après. Plus concrètement, par rapport aux démarches de prévention des établissements, on conseille toujours d'adapter l'action en fonction de la maturité de l'établissement dans sa démarche de prévention. 4 niveaux de maturité peuvent être, pour résumer le niveau de maturité en 4 niveaux. Premièrement, la réaction à l'événement. L'entreprise attend des fois l'accident, attend l'inaptitude pour se mettre à agir. C'est bien, ce n'est pas suffisant. Là où le niveau de maturité va progresser, c'est quand on va commencer à introduire des aides techniques, introduire de la formation, pour de l'organisation, pour tout doucement, justement, se diriger vers le 3e niveau de prévention, l'organisation de la prévention, ici, et très peu d'établissements, mais quelques-uns arrivent à l'intégrer dans leurs axes stratégiques. Je pense que la présentation qui suit mon propos du groupe Vivadom est un exemple qui est presque sur la voie de l'axe stratégique de mon point de vue. Alors, ce que je peux vous dire sur le Languedoc-Roussillon et sur le Midi-Pyrénées, on sera dans à peu près la même épure pour les ressortissants de l'Occitanie. À court terme, notre objectif dans les entreprises de ce secteur, c'est déjà de consolider l'évaluation des risques professionnels, c'est-à-dire le repérage et l'aide au repérage des risques au domicile, pour bien maîtriser dans la réaction à l'événement déjà l'analyse des accidents du travail. Il y a déjà des facteurs de risque qui s'expriment et qui peuvent être analysés. C'est déjà des accidents qui se réalisent. Et puis à moyen terme, de promouvoir les aides techniques, je viens d'en parler, mais aussi la formation. Et là, merci, j'ai poussé ma bouteille dans la voiture. Détailler l'aspect formation par un dispositif qui existe, qui permet de soutenir des personnes ressources dans vos organisations. Et d'ores et déjà, vous pouvez y faire référence. Alors, je m'appuie sur un dispositif existant de l'INRS, qui est le dispositif aide et soins à la personne, et qui va s'intéresser aux 3 strates dans une organisation, depuis le directeur de la structure, l'encadrement de proximité, et puis les intervenants à domicile. Alors, ce dispositif ASD, qui permet de faire acquérir des compétences et des formations qui sont certifiées par notre réseau prévention, on va d'abord s'intéresser de manière privilégiée finalement, on oublie des fois de le faire, mais c'est déjà à vous, dirigeants de structure, ce dispositif prévoit une journée de sensibilisation aux enjeux de prévention, et donc finalement de découvrir l'intérêt d'organiser la prévention et de l'organiser en s'intéressant à votre encadrement de proximité. Souvent, ce dispositif se déploie de manière très développée aujourd'hui sur les intervenants à domicile, mais finalement, on se rend compte que l'encadrement de proximité a un rôle primordial à jouer. Alors, bien entendu, les responsables de secteur sont déjà fortement mobilisés sur des tâches du quotidien. Donc, en fonction de l'organisation des services à domicile, l'encadrement de proximité peut prendre différentes formes, pas que les responsables de secteur, mais en tout cas, cet encadrement de proximité va être intéressant d'initier des compétences d'animateur prévention. Et le dispositif INRS aide et soins à domicile, le dispositif ASD, prévoit une formation d'animateur prévention en 6 jours. 3 jours de formation et 3 jours d'accompagnement de l'organisme de formation habilité qui va vous accompagner. Pour permettre finalement à cet encadrement de proximité de pouvoir justement, ce qui est intéressant dans le schéma, c'est de pouvoir recueillir les remontées d'informations. Souvent, les services d'aide à domicile ont formé
ont formé au CPS ou désormais APS, ASD, ont formé beaucoup d'intervenants. Sauf que cette remontée d'informations ici, remontée des dysfonctionnements, remontée des difficultés, elle n'arrive pas à trouver un cadre favorable ici, pas des fois par manque d'organisation, par manque de temps, par le quotidien qui amène les acteurs à ne pas arriver à s'organiser pour traiter ces remontées et faire que finalement on remonte jusqu'à l'étage, traiter ces remontées et remonter jusqu'à l'étage des responsables de structure qui, eux, sont là pour donner les moyens à l'ensemble de la chaîne opérationnelle. Donc je vous invite d'ores et déjà à vous intéresser à ce référentiel, à ce dispositif aide et soins à domicile, prise en charge des coûts pédagogiques qui sont prises en charge par votre OPCO, que ce soit l'OPCO de la cohésion sociale ou l'OPCO HFOS en fonction de l'origine de vos organisations. Dernier point de ma présentation, pour mettre en perspective ces actions dans les programmes de prévention en Occitanie par les acteurs que sont les CARSAT et l'assurance maladie, risque professionnel au niveau national. Une expérimentation a pris naissance depuis cette année et va nous mener jusqu'à 2022 pour travailler sur 3 axes de travail. Donc chaque CARSAT en France travaille sur ces 3 axes et le premier va consister à développer la coopération avec le service action sociale de nos caisses, qui est généralement votre interlocuteur en termes de conventionnement de vos prestations. Donc déjà, il y a un portage politique de l'expérimentation au niveau des CARSAT et au niveau des GIR 5 et 6, si tout le monde connaît bien les groupes ISO ressources, donc des seniors, GIR 5 et 6, donc avec des plans d'aide proposés par les CARSAT, il va y avoir un niveau de promotion de la prévention dans le déploiement des futurs paniers de services, des plans d'aide de la CARSAT. Deuxième niveau dans cette expérimentation va consister à impliquer les partenaires et les financeurs dans le programme, déjà en améliorant la connaissance des partenaires de ce secteur, que ce soit des partenaires institutionnels ou d'autres types de partenaires, je citais les opérateurs de compétences tout à l'heure, pour finalement enrôler ces partenaires dans un objectif aussi de mobiliser la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, dans l'objectif que je citais au début, c'est-à-dire faire le lien entre la prévention de la perte d'autonomie et la prévention des risques professionnels. À terme de notre expérimentation, l'idée est de pouvoir constituer un réseau de partenaires et de prestataires impliqués dans la démarche. On commencera par travailler avec les évaluateurs des conseils départementaux dans les territoires choisis, et là en l'occurrence pour le Languedoc-Roussillon, c'est le territoire de l'Hérault qui sera choisi, et en Midi-Pyrénées, 2 territoires départementaux sont choisis. Je les retrouverai tout à l'heure si des questions viennent sur ce sujet. Donc je citais les évaluateurs, mais la compétence également des ergothérapeutes nous intéresse particulièrement dans un double objectif. Un premier objectif, c'est-à-dire de faire le lien entre prévention de la perte d'autonomie et prévention des risques professionnels. Les ergothérapeutes ont cette capacité-là à faire ce lien-là. Et deuxième objectif, c'est aussi de faire le lien avec l'ensemble des professionnels de soins ou des professionnels de l'aide qui interviennent au domicile. Et donc concrètement, comment cela va se réaliser sur les territoires concernés par l'expérimentation, par l'accompagnement d'un panel de services d'aide à domicile qui seront concernés par une offre de services attentionnés de la CARSAT pour les aider déjà à sensibiliser leurs équipes, mais surtout à travailler avec eux, les accompagner, soit en direct, soit par des organismes de formation des consultants, travailler sur l'organisation du travail, acquérir dans leur plan de formation des risques professionnels des compétences d'animateurs prévention et des soins à domicile, et enfin les aider à animer la prévention en fonction des cas concrets rencontrés au domicile des personnes. Voilà, en quelques mots, une perspective des enjeux de prévention et comment cette prévention s'ancre dans
finalement dans les enjeux de la réalité et du quotidien de vos services d'aide à domicile, l'enjeu de la qualité des soins et de la qualité du service, l'enjeu lié à l'attractivité et la fidélisation des soignants, et puis l'enjeu lié au vieillissement de vos salariés. Le deuxième élément que j'ai pu développer, c'est vous donner un éclairage en fonction des risques rencontrés et quelques outils qui peuvent être un début de mise en action à travers de ces outils. Et enfin, en troisième lieu, de s'intéresser dans la mise en action déjà des compétences dans vos organisations et donc de faire monter en compétences des personnes ressources autour de la remontée des informations, et donc en ça, le dispositif Aide et soins à domicile peut être un outil intéressant à acquérir, non pas sur les intervenants, qui est, je pense, déjà acquis dans le secteur, mais surtout sur les strates de l'encadrement de proximité jusqu'au niveau décisionnaire dans les services d'aide à domicile. Voilà, je vous propose, en fonction des questions, des échanges, de pouvoir être assez interactif et de pouvoir, en fonction de vos questions peut-être sur le chat, ou des questions qui peuvent être remontées jusqu'à nous, pouvoir préciser certains points de mon intervention. Du coup, merci Monsieur Jean pour votre intervention. Donc du coup, je me propose de faire le relais en fait de vos questions qui sont arrivées par le chat. Donc désolé pour les problèmes de son qu'ont certains. Voilà, il y avait un test de connexion à réaliser. Après, c'est sûr que en fonction du débit, de là où vous êtes placé, ça peut plus ou moins bien fonctionner pour certains. On a pu voir le cheminement complet donc, que vous proposez en termes d'accompagnement au niveau des CARSAT. Petite précision du coup, puisque moi je suis plutôt du côté toulousain, de la grande région. Donc les deux départements en fait qui sont en expérimentation à ce jour avec la CARSAT Midi-Pyrénées sont le Lot et le Tarn-et-Garonne. Voilà. Sachez également pour les personnes qui sont présentes qu'il y aura qu'il y a un accompagnement aussi qui sera bientôt proposé par la CARSAT Midi-Pyrénées. On est en train de travailler pour justement des réunions d'information pour vous apporter plus de précision en niveau local sur ces accompagnements qui découlent quand même du national, puisque je pense que le ministère a bien pris conscience de la difficulté que vous pouvez rencontrer tous les jours sur ces thématiques-là. Donc je vais reprendre une question qui nous a été posée. Donc concrètement, lorsque nous identifions une situation à risque au domicile de nos bénéficiaires, que pouvons-nous faire? Donc autre que de se demander aux bénéficiaires de sa famille de faire des démarches pour obtenir du matériel médical. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser une piste d'action? Oui, de réponse à ça qui est une question très intéressante et qui est le quotidien rencontré par vos intervenants à domicile et sans doute par vos responsables de secteur, vers qui se tourner. Alors, premier niveau de réponse, avant de laisser la famille ou le bénéficiaire agir, ça peut être un premier niveau d'action, et là en l'occurrence se tourner vers le médecin traitant, qui peut déjà, par exemple, ça peut être une idée, proposer l'intervention d'un ergothérapeute au domicile, si cette intervention peut être prévue, prescrite. Alors pourquoi l'intervention d'un ergothérapeute? Encore une fois, c'est la compétence qui va être intéressante à faire intervenir, parce qu'elle va à la fois donner un aperçu complémentaire sur les situations de fragilité de la personne aidée, mais aussi pouvoir conseiller de manière pertinente quel type d'aide technique introduire et surtout accompagner. Alors maintenant que j'ai dit ça, les dispositifs qui sont à la disposition aujourd'hui dans le paysage institutionnel ne permettent pas tous ça. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de dispositifs de coordination qui sont en place en fonction des publics rencontrés. Je vais en citer deux. Par exemple, les MAIA. Tout le monde connaît les MAIA. Les MAIA sont des dispositifs qui permettent d'intervenir dans des situations de personnes
avec plusieurs facteurs de fragilité, et le rôle des Mayas notamment est de faire intervenir des compétences d'infirmiers, d'ergothérapeutes ou de travailleurs sociaux qui vont à la fois aider le bénéficiaire et ses aidants à prendre en charge une situation, mais aussi de coordonner les professionnels de soins, et donc jusqu'à, si une aide technique doit être introduite ou un accompagnement particulier doit être réalisé, là on est sur le champ du soin et sur la prescription. Il ne faut surtout pas oublier que tout doit partir de la prescription. Deuxième élément de réflexion, c'est le concepteur du plan d'aide. Parce qu'en fonction des difficultés qui sont rencontrées, certes, et donc ça veut dire qu'il y a eu déjà une première évaluation lors de la mise en place du plan d'aide. Alors, il y a trois situations. Soit le bénéficiaire est une personne âgée qui est bénéficiaire de l'APA, soit c'est une personne handicapée qui est bénéficiaire de la PCH, soit c'est une personne âgée, fortement autonome, faiblement dépendante et qui est bénéficiaire d'un plan d'aide CARSAT. Excusez-moi d'oublier certains autres cas en fonction du régime de la personne, hein, MSA ou autre. Mais on va être à peu près dans la même logique. Quand on est sur l'APA, vous avez donc un travailleur social du conseil départemental qui va intervenir. Alors ce travailleur social, il peut avoir des compétences diverses. Hein. Ça peut être un infirmier, ça peut être une autre compétence. Et donc là, en fonction de la grille multidimensionnelle qui va être renseignée, un certain nombre de points de fragilité vont être identifiés, mais quid du lien avec l'intervenant à domicile? Là, je vous dis quid du lien parce que l'objectif aussi de nos expérimentations à venir, c'est de travailler avec des évaluateurs du conseil départemental pour que déjà on partage l'enjeu. C'est parce que les cibles ne sont pas les mêmes. La cible de l'évaluateur du conseil départemental, c'est de concevoir un plan d'aide qui va répondre aux besoins du bénéficiaire, pas forcément des besoins de l'intervenant à domicile. Déjà, savoir que dans le cadre de nos expérimentations, on va avoir ce travail-là pour rapprocher les points de vue, c'est important à savoir. Pour autant, ça ne répond pas à la problématique que vous vivez. Sur la PCH, on va dire qu'il y a moins ces difficultés-là parce que, en tout cas dans ce que j'ai pu observer ou dans ce que j'ai pu partager avec certains collègues, sur la PCH, il y a régulièrement, en côté évaluateur de la MDPH, il y a un ergothérapeute. Donc, généralement, l'ergothérapeute, et puis il y a des grilles plus détaillées où la prise en charge, ou les plans d'aide et qu'est-ce qui est pris en charge dans les plans d'aide va être beaucoup plus structuré. Donc, on va dire que dans la PCH, on voit beaucoup plus d'introduction d'aide technique et d'accompagnement par des compétences idoines. Sur la CARSAT, qu'est-ce que l'on fait? Alors déjà, les publics sont moins fragiles, et donc là, on va essayer d'introduire ce qu'on appelle des kits prévention, ou dans les paniers de services, dans les plans d'aide, on va déjà introduire des aides techniques sur des situations de faible fragilité. Mais voilà, donc cette question-là, elle va surtout accompagner le quotidien de la personne bénéficiaire, mais encore une fois, on peut constater qu'elle va faiblement impacter les conditions de travail du service d'aide à domicile. Donc on voit bien à ce jour les limites encore du système. Et justement, l'objectif de nos expérimentations, c'est d'avoir aussi une approche systémique. Si je m'intéresse au cas des services d'aide à domicile, ce que je disais tout à l'heure sur le dispositif aide et soins à domicile, c'est que les intervenants sont formés à PSAID, donc acteurs, prévention, secours, aide et soins à domicile. Ils sont formés donc sur des compétences à la fois de secours et sur les manutentions. Et quand ils détectent des situations problématiques, ils peuvent remonter. Le responsable du secteur n'a pas forcément les leviers pour soit le prendre en compte, soit n'a pas d'écho favorable côté concepteur du plan d'aide, enfin, donc de l'institution, pour débloquer telle ou telle ligne d'heure ou telle ligne budgétaire pour aider au financement d'une aide technique. Donc on voit bien que là, il y a une difficulté qui aujourd'hui n'est pas résolue. Oui, donc vous avez répondu en partie, du coup, enfin en partie. Il y a eu un complément d'information qui est arrivé entre-temps, donc de l'entreprise Domalia en fait, qui a posé cette question, et elle précise en fait lorsque les aidants familiaux sont dans le déni en fait.
Comment agir puisque, a priori, donc en tant que prestataire, ils n'ont pas le pouvoir d'entreprendre les démarches nécessaires pour justement outrepasser en fait ce déni. Alors, est-ce qu'il y a des solutions qui existent? Oui, alors excusez-moi de revenir encore sur cette compétence, mais ça peut être une autre compétence, ça, mais un professionnel de soins. Alors il y a certains s'appuyer sur un professionnel de soins, c'est-à-dire que certains services d'aide à domicile, notamment ceux qui sont en SPACAD, ou ceux qui peuvent des fois s'appuyer sur des équipes spécialisées Alzheimer. Je pense que le témoignage de Vivadom tout à l'heure donnera de ce genre d'éclairage. Aller chercher déjà dans ses propres ressources, quand elles existent, des compétences de professionnels de soins qui vont peut-être être davantage écoutées, davantage entendues par le bénéficiaire, voire par ses proches aidants. Parce qu'il y a justement cette question de la compétence qui parle à ces personnes-là. Alors, souvent, l'ergothérapeute peut être cette personne idoine. Et notamment, je voyais un intervenant que je connais, Mme Lefebvre du Codes 30, qui indiquait que l'AGIC Arco proposait des diagnostics et d'accompagnement par des ergos. Ben voilà, il y a aussi des dispositifs de complémentaires qui peuvent des fois aider à solutionner la difficulté quand finalement en creusant, c'est une difficulté financière. C'est un reste à charge trop important. Et où là, le premier niveau d'interprétation de la difficulté peut être une incompréhension des proches aidants. Finalement, quand on creuse, c'est un problème financier. C'est pour ça que tout à l'heure, dans l'expérimentation, je vous citais le lien qui doit être fait dans le cadre de notre expérimentation avec la CSPPA. C'est que c'est un dispositif parmi d'autres qui permet en tout cas d'essayer de diminuer le reste à charge quand il s'agit d'introduire une aide technique au domicile. D'autres expérimentations et d'autres projets existent. Par exemple, c'était une initiative sur le territoire du Gard, dans le territoire de Pont-Saint-Esprit. Un projet financé par la CSPPA du Gard est en train de voir le jour, une plateforme d'accès aux aides techniques qui permet de recycler des aides techniques qui ne sont plus utilisées par des EHPAD ou autres, qui sont remis à niveau par NESAT et qui ensuite est introduit au domicile et accompagné au domicile des personnes dont le reste à charge n'aurait pas pu leur permettre de bénéficier de ces techniques, introduites par un ergothérapeute, donc une compétence à proprement parler, qui va accompagner cette aide technique au domicile. Des exemples comme ce projet-là, il en existe dans le territoire occitan, il en existe ailleurs en France, et comment ils ont vu le jour, comment ces initiatives ont vu le jour? Elles ont vu le jour en partie par des financements CSPPA, mais aussi par une volonté d'acteurs, que ce soit du champ du soin ou de l'économie circulaire, constatant que des aides techniques qui pourraient servir à certains et qui ne servent plus à d'autres, pourraient être introduites au domicile. Donc je veux dire que le champ des possibles, finalement, est devant nous, et qu'il s'agit plutôt de travailler sur les difficultés entre ce qui remonte du terrain, ce qui est prévu dans les plans d'aide et ce que chaque acteur dans son périmètre de responsabilité accepte de rendre complémentaire au regard des actions de l'autre. Merci pour ces compléments. Du coup, sur l'Argir Arco, est-ce que le diagnostic Bien chez moi est toujours d'actualité? Vous avez l'information? Alors, je n'ai pas cette information-là. Néanmoins, que ça soit faire intervenir un ergothérapeute et que ce soit pris en charge par une complémentaire, effectivement, c'est le genre de dispositif qui existe. Donc, celui de l'Argir Arco, je ne l'ai pas en tête. Néanmoins, cela existe et certains y ont recours. Donc, dès que ces dispositifs peuvent être connus, alors généralement, ceux qui connaissent bien ces dispositifs-là, ça va être le travailleur social. Donc il ne faut pas hésiter à le questionner. Ça peut être justement ces acteurs de complémentaires directement. À partir du moment où on fait intervenir cette compétence-là, il est intéressant de pouvoir la faire intervenir. Et après, au service à la personne, de pouvoir se mettre en lien avec ces compétences-là, en fonction bien entendu de leur capacité. Puis je pense que c'est intéressant de se pencher sur ça. Donc on a une dernière question qu'on va prendre, puis ensuite on va passer la parole pour le retour d'expérience de l'entreprise Vivadom. Donc
est-ce qu'il y a également de l'intervention d'ergonomes spécialistes? Alors, il y a des interventions d'ergonomes. La vraie difficulté d'intervention d'ergonome, c'est que il faut que la personne aidée accepte que cet ergonome aille au domicile pour constater le lieu de vie et les différentes opérations qui vont pouvoir être faites. J'ai une expérience à vous donner, c'est avec le service de santé au travail du territoire de l'Hérault. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on a choisi l'Hérault en Languedoc-Roussillon pour mener notre expérimentation à venir? C'est qu'il y a eu un travail préalable fait depuis 5 ans avec le service de santé au travail de la METRA, qui a inscrit dans son projet de service les services d'aide à domicile comme étant une de ses priorités d'action. Donc il y a eu un travail finalement partenarial fait avec la Directe, avec la CARSAT et avec la METRA, sur une action de sensibilisation des directeurs de structures, des responsables de secteur et de leurs intervenants à domicile, déjà sur la prévention des risques professionnels, et un regard d'ergonome sur des situations de travail rencontrées, et qui a permis justement de faire des préconisations en dehors de ce que tel ou tel acteur pouvait déjà faire. Donc oui, faire également intervenir un ergonome est pertinent. Très bien, merci beaucoup. Donc, je viens de vous le préciser, continuez à poser vos questions. Pour un respect de timing, on va passer la parole du coup à l'entreprise Vivadome pour son retour d'expérience. Et on traitera l'ensemble des questions dans le dernier temps d'échange, juste après l'intervention de Madame Valat. Donc, Madame Valat, voilà, le support est en train de se télécharger. D'accord. Je vous laisse activer votre webcam et nous, on va désactiver les nôtres. Et vous avez la parole. Très bien. Merci, Monsieur Jean, merci la CCI de nous permettre de témoigner aujourd'hui sur notre politique de prévention. Donc bonjour à tous, je suis Christelle Vallat, je suis responsable des ressources humaines au sein du groupe Vivadome sur le département du Gard. J'ai en charge les ressources humaines sur différentes structures. Le groupe Vivadome, c'est, je vous d'abord une petite présentation du groupe, une union d'associations, différents métiers avec 800 salariés sur le département, plus de 6000 clients, un SPASAD, des MJPM, de l'assistance, différents métiers. Vivadome Autonomie qui nous occupe aujourd'hui, c'est une association de loi de 1901. Qui a plus de 60 ans d'existence. Elle s'appelait auparavant ANADA, maintenant Vivadome Autonomie, et c'est elle qui finalement est à l'origine de toute cette diversification depuis quelques années maintenant. Le département, donc nous couvrons sur Vivadome Autonomie tout le département du Gard avec différents sites que nous trouvons ici. Nous sommes sur Nîmes, sur Alès, la Grand-Combe, Générac et Bessèges, avec des services d'aide à domicile, services infirmiers, SIAD et équipes spécialisées Alzheimer. Pour vous donner un aperçu du public que nous accompagnons, nous avons plus de 40% de notre public qui a plus de 85 ans. Nous rencontrons des situations de plus en plus complexes au domicile. Le métier a bien évolué ces dernières années. On a beaucoup plus de précarité, de la détresse physique, morale, de la dépendance en augmentation, toujours en augmentation, et des maladies psychiques qui finalement nous arrivent beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Le personnel, nous sommes donc une structure qui est une grande ancienneté. Nous avons également du personnel qui a une ancienneté assez importante et donc du personnel vieillissant, puisque, comme on peut le voir, nous avons 48% de notre personnel qui a plus de 50 ans, avec une moyenne d'âge des auxiliaires de vie sociale qui est à 51 ans. Au niveau du niveau de qualification, les grilles de rémunération de la convention de branche de l'aide à domicile, on est sur employés à domicile et auxiliaires de vie sociale, donc tout cumulé, nous arrivons à 49% de qualification, sachant que pour couvrir les interventions en personnel qualifié, il nous faudrait atteindre 61%. Donc déjà, on a un delta au niveau des qualifications.
Alors, au niveau des particularités du secteur, je pense que vous avez déjà un bon aperçu, mais je vais quand même vous en faire un petit échantillon. Ah, je vois que mes animations ne fonctionnent pas, donc c'est pas grave. C'est pas grave. Environnement de travail, nous avons un manque de maîtrise, tout simplement, du lieu de travail, puisque le domicile des personnes qui était un lieu personnel devient un lieu de travail. Et nous avons un public servi qui est âgé et qui fait de la résistance au changement, c'est-à-dire que le domicile reste leur intimité. Il est difficile de le modifier, de faire entrer les aides techniques dont on parlait tout à l'heure. Ensuite, bien sûr, c'est un public âgé qui n'a aucune culture de la prévention, c'est-à-dire qu'un public qui a eu un travail, une vie de travail et de labeur difficile et qui ne comprend pas qu'aujourd'hui, les salariés puissent vouloir se protéger. Au niveau des prestations de services, un chantage affectif, très clairement, puisque nous sommes sur des besoins, bien sûr, sur de l'aide à la personne, mais également des besoins relationnels. Et nous avons l'entourage qui est assez exigeant et qui, des fois, ont même des demandes contradictoires par rapport aux besoins exprimés par la personne servie en priorité. Et là, on se trouve avec du personnel qui, finalement, se trouve pris dans un chantage et dans des injonctions paradoxales, puisqu'elles ne savent plus, finalement, ces personnes, comment réagir et à qui elles doivent amener la prestation. Un manque de considération, c'est clair, dans le service à domicile, l'aide à domicile, au niveau de l'image qu'elle renvoie. On a vraiment des représentations de ménage où on n'est que sur de l'entretien, tout le monde sait faire le ménage, ça tout le monde le sait. Donc du coup on n'a pas d'attractivité, on n'a pas d'attractivité sur ce service et les représentations sont toujours très ancrées et très difficiles à faire bouger. Du coup, c'est compliqué de dire non, de savoir dire non. Et au niveau de la santé et de la sécurité, on se retrouve avec des personnes qui se mettent en danger parce qu'elles sont finalement prises dans ces injonctions et elles ne savent plus comment se placer. Elles oublient bien souvent leur posture professionnelle et on arrive à des accidents ou un absentéisme important puisqu'elles sont assez sollicitées et fatiguées. Allez, voilà, ça arrive. Au niveau des risques prédominants, je ne vais pas revoir ce que M. Jean a dit tout à l'heure. Hein, vous les avez vous-même identifiés, les troubles, les TMS, le risque bio ou infectieux, les risques psychosociaux, qui sont fortement liés d'ailleurs avec les TMS, les déplacements qui font un risque routier important et bien entendu des risques de chute. Alors la démarche de prévention au sein de l'Ivadom Autonomie. Alors déjà, c'est une démarche obligatoire. Hein, on ne peut pas passer à côté de notre obligation de sécurité au domicile. Mais il n'y a pas eu de fait marquant, de fait grave qui fasse qu'on se lance dans une démarche de prévention. Je pense que c'est plutôt un état d'esprit de la structure. La combinaison entre des différentes collaborations et également des évolutions de la structure et des points d'étape qui ont structuré notre démarche. Pour repérer les risques, je parlais de collaboration. En termes de collaboration, on a la chance sur cette structure d'avoir depuis très longtemps, moi ça fait 25 ans que je suis sur Ivadom Autonomie, nos élus sont très impliqués dans la vie de la structure. Ils ont conscience des difficultés que la structure traverse. Et ils ont toujours un œil assez objectif sur toutes les solutions que l'on met en place. On a longtemps laissé la main finalement aux membres élus. C'était, il faut le dire, assez confortable. On n'avait pas forcément le temps à l'époque de s'occuper de ça. Mais aujourd'hui, on est sur une vraie collaboration. J'anime moi-même le CSSCT depuis maintenant 5 ans.
c'est moi qui suis en charge d'animer la prévention. On a un vrai document unique. On a des formations qui ont eu lieu sur les analyses d'accidents de travail, notamment des arbres des causes. On a travaillé, enfin non, les membres élus du CSSCT ont travaillé sur une étude du risque chimique et ils sont toujours très actifs pour faire évoluer nos pratiques. Ça ne marche toujours pas. Ah si, ça va. Ensuite, nous avons eu... non, je vais revenir sur la première, excusez-moi. Nous avons mis en place des protocoles sur divers points de prévention. Alors, pour être tout à fait honnête, bien souvent, ces protocoles sont apparus en termes de réaction. Voilà. Il y a eu un fait, un accident qui s'est produit, ou tout simplement, pas forcément un accident, mais en tout cas un problème qui est survenu. Et là, on en fait une analyse et on monte un protocole. Je pense notamment au protocole AES, qu'on ne mettait pas du tout en place il y a quelques années, et qu'on a mis en place suite justement à la piqûre d'une de nos AVS. Donc on l'a mis en place. C'est vraiment une démarche là pour le coup réactive. Par contre, il se peut aussi qu'on soit sur une solution spontanée qui arrive sur un problème rencontré. Et là, du coup, maintenant, on formalise la réaction et la réponse spontanée adaptée qui a été la réponse au problème rencontré. Je reviens donc à l'encadrement intermédiaire. Tout à l'heure, je vous parlais de la combinaison entre des partenariats et aussi des aspects, des points d'étape. On a eu en 2002 la loi du 2-2 qui a fortement professionnalisé notre secteur et qui a permis de pouvoir amener un cadre beaucoup plus formel sur les organisations. Notamment, il y a également eu la norme NF Service. Nous nous sommes lancés dans une démarche qualité qui a vraiment structuré notre service. On a pu avoir une vraie ligne d'encadrement intermédiaire sur lesquelles s'appuyer, sur lesquelles pouvoir diffuser finalement ces liens avec la base. Sur cette démarche qualité, qui est apparue également en valeur fondatrice de notre organisation, ce sont des valeurs de respect de la personne, de ses besoins, mais également des interventions personnalisées, globalisées à domicile pour être au plus près du besoin de la personne que nous servons. Et en tout dernier lieu, un devoir de protection tant au niveau des personnes que nous servons, mais également autant sur les salariés, puisque nous sommes dans une relation triangulaire et nous devons toujours, nous, encadrement intermédiaire, être au sein des relations afin d'éviter justement le relationnel trop important et être toujours dans un cadre professionnel. Différents partenaires, donc bien entendu les services de santé au travail. Je vous parlais tout à l'heure de l'étude sur le risque chimique, c'était fait avec le service de santé au travail, avec une étude ergonomique également sur les différents postes. La CARSAT a donc toujours été dans une démarche d'expérimentation, alors des formations prévention bien entendu avec l'analyse AT, le programme TMS Pro. Alors là nous étions plutôt volontaires désignés puisque fortement accidentogène avec un taux d'accident très important. Donc nous avons suivi ce programme qui nous a permis quand même d'analyser et d'aller rechercher les postes et de faire ressortir que les postes finalement d'entretien de logement étaient ceux les plus délétères finalement au sein de notre activité. Le club des préventeurs et l'étude captive dont je vous parlerai plus loin. Alors, quelles mesures de prévention? Des mesures organisationnelles. Tout d'abord, une chose qui a été mise en place dès le départ dans la structure, les secteurs géographiques d'intervention, afin de limiter les déplacements. Limiter déjà pour qu'on évite de perdre du temps à se déplacer, pour limiter le risque routier, bien entendu. On rationalise les plannings, on essaie de les regrouper sur des territoires beaucoup plus restreints pour éviter justement tous ces déplacements. Il y a une chose qui est très importante pour nous également, c'est l'intervention minimale d'1 heure. On ne descend pas en deçà d'1 heure d'intervention. Ce n'est pas possible.
On ne peut pas travailler en deçà d'une heure. Voilà, c'est vraiment une politique de la maison. Ces interventions lourdes sont partagées, c'est-à-dire que ce n'est pas une seule et même personne qui va intervenir. De toute manière, il va y avoir forcément un besoin beaucoup plus important, que ce soit en termes d'horaire, parce que l'amplitude horaire peut être importante, en termes de journée, c'est du 7 jours sur 7. Donc du coup, les interventions lourdes sont partagées. Et de temps en temps, on s'interroge. Alors, je ne dis pas qu'on le fait systématiquement, c'est pas vraiment, on s'interroge vraiment sur l'arrêt des interventions quand il y a une situation à risque qui met à mal nos personnels. Les mesures collectives, alors on a une vraie politique de formation. On parlait de professionnalisation tout à l'heure, et je parlais de professionnalisation. Et en fait, avec également la grille de rémunération du 29 mars 2002 et l'arrivée du DEAVS, on a pu former notre personnel et on a eu une vraie politique de formation du personnel. Alors, manutention, secours du travail, l'épuisement professionnel et notamment dernièrement la frappe. On met également en place tout ce qui est temps d'échange et d'analyse. C'est très très important de pouvoir parler du travail, de pouvoir savoir si l'on fait bien, comment on peut s'améliorer. On est dans une pratique d'amélioration continue et on essaie régulièrement de les faire venir pour qu'elles puissent, excusez-moi je dis elles, mais dans les services à domicile, il est vrai que c'est le féminin qui l'emporte, même si nous avons quand même quelques hommes. Donc vous m'entendrez dire souvent elles, je m'en excuse par avance. Donc de les faire venir pour qu'elles discutent entre elles des problèmes qu'elles peuvent rencontrer et comment réajuster à domicile. Bien entendu, les mesures de prévention individuelle indispensables, hein, ça c'est évident, mais également les entretiens individuels qui sont importants pour pouvoir avoir les remontées d'informations. C'est très très important. Très très important que ces entretiens et ces remontées, parce que ça nous permet, nous, derrière, de pouvoir diffuser les situations à domicile à l'ensemble des personnes qui interviennent. Des aides techniques, M. Jean en parlait tout à l'heure. Alors, quand nous mettons des aides techniques, enfin, quand des aides techniques en place se mettent en place, ce n'est pas nous qui les mettons en place, nous avons formé une personne professionnelle qui se déplace à domicile pour aider les salariés à utiliser le matériel. Bien souvent, on leur montre une première fois, une seconde fois, des fois elles oublient ou elles l'utilisent très mal. Et donc, cette personne se déplace à domicile pour pouvoir mieux les aider à l'utiliser. Je crois que bon. Ah voilà, je vous parlais tout à l'heure en mesure de prévention. On est aussi sur les informations. Les informations, donc là aussi, on le sait, la prévention, c'est beaucoup de rabâchage. Excusez-moi du terme, mais on doit toujours se répéter, c'est en fait dans la pédagogie. Il faut sans cesse discuter, réexpliquer les choses pour qu'elles puissent les intégrer, parce que bien souvent elles les oublient ou au domicile, ils les font même oublier. Alors, est-ce que j'ai tout dit ce que je voulais vous dire? Peut-être pas. Parce que là, on est déjà sur les risques prédominants. Oui, alors donc, si on revient sur les risques, quel levier nous avons? On a le levier professionnel. Le levier de la professionnalisation, c'est quoi? C'est rester dans une posture professionnelle. C'est éviter d'être la petite fille ou la fille, parce que le personnel à domicile, même s'il a un fort lien avec la personne, qui peut avoir un lien très convivial d'affection, reste bien un professionnel. L'aide apportée ne restera professionnelle que si vraiment on pose des limites. Ensuite, on peut avoir également le levier informatif, je vous le disais. Informatique, mais pas simplement au niveau du personnel d'intervention, également au niveau du personnel, des personnes servies, pardon, puisque tout à l'heure je vous disais, la résistance au changement est très forte et
ne trouvent pas l'intérêt finalement d'une prévention. Donc là, il faut régulièrement revenir dessus pour pouvoir des fois défaire des situations importantes à domicile. Le levier organisationnel, donc là, tout simplement, hein, je ne vais pas y revenir énormément dessus, sur tout ce qui est planning, c'est très très important d'être sur le planning, d'éviter des déplacements trop importants, de toujours solliciter les mêmes personnes. Ça, malheureusement, actuellement, c'est ce qui peut nous arriver. Il peut y avoir un levier répressif. Oui, effectivement, on est peut-être des fois pas suffisamment répressif. C'est-à-dire qu'une personne qui se met en danger, il ne faut pas le laisser passer, elle l'oublie une fois, ok, mais derrière, il faut faire très attention puisqu'elle se met en danger, mais derrière, elle peut mettre aussi également en danger la personne au domicile. Donc très important là aussi, si elle se fait mal parce qu'elle n'a pas utilisé le matériel qui a été mis à disposition, on ne peut pas l'entendre. Le matériel a été mis à disposition, elle a suivi la formation pour, elle doit l'utiliser. La famille, un cas très concret, hein, l'épouse d'un monsieur qui ne tient absolument pas ce qu'on utilise, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Pour se dépêcher, elle n'utilise pas le matériel, elle se fait mal, 2 mois d'arrêt. Voilà, donc ça c'est, bon, on n'a pas utilisé le levier répressif, mais on aurait pu, voilà, un des cas que l'on peut rencontrer. Le levier financier. Le levier financier, bien oui, effectivement, on est quand même sur un secteur d'activité où on ne maîtrise pas nos tarifs, notre tarification, on ne le maîtrise pas. On ne maîtrise pas le nombre d'heures que l'on va effectuer. C'est à nous, il nous appartient à nous de communiquer, de demander, d'expliquer auprès des financeurs quelles sont nos actions et quels sont nos besoins en financement pour ces actions. Alors, quel est le résultat? Chaque action menée a permis de faire baisser le risque identifié. Par exemple, nous avions identifié sur un temps donné, notamment l'été, beaucoup de chutes. On a refait une campagne reprécisant qu'il ne fallait pas se déplacer en tongs, qu'il fallait avoir des chaussures bien fermées, que l'hiver, il fallait être bien couvert. Enfin, voilà, tout ce genre d'actions ont des résultats immédiats. Autre chose, au niveau de la manutention, au niveau d'aide au transfert, on a mis en place une formation ergonomie qui est suivie par l'ensemble des salariés tous les 2 ans. Ça, c'est une obligation que nous nous sommes donnée pour qu'elles puissent avoir chaque fois une réévaluation de leur pratique. Ça a fait baisser également nos DAT en manutention. Tout à l'heure, je vous parlais de Captive. Alors, Captive, par la CARSAT, je ne me suis pas suffisamment expliquée là-dessus. Nous avons fait des mesures, nous avons été sollicités par une ingénieure de la CARSAT pour faire des mesures de la gestuelle à domicile avec des capteurs. La personne est filmée avec des capteurs et tout le haut du corps, tous les mouvements du haut du corps sont mesurés et permettent de voir les mouvements délétères. Il en est ressorti des 3 ou 4 cas d'intervention, notamment l'aspirateur que l'on ne prend jamais à 2 mains, la poussière que l'on ne fait jamais avec un plumeau et faire les vitres avec une raclette. Ça, c'est des préconisations qui sont ressorties de cette étude, qui ont été mises en place et prochainement, il y aura des nouvelles mesures, qui viendront nous faire remonter les résultats, de savoir si les mesures que nous avons mises en place ont été efficaces ou pas. Dernière chose, demain, eh bien, demain, nous souhaiterions pouvoir être vraiment dans un axe stratégique. Alors aujourd'hui, on a effectivement dépassé le cadre de la réaction. On a mis en place certaines aides techniques. On approche d'une certaine organisation. Je pense que demain, il faut être beaucoup plus dans cette organisation pour tendre vraiment sur une culture de la prévention, pour avoir un vrai plan d'action et suivre ce plan d'action.
À aujourd'hui, mon DU est fait, il est réactualisé chaque année. Le plan d'action cette année a été vu, reste maintenant à le suivre, à mieux analyser. On analyse les plans de travail, non, il faudrait tous les analyser, ce qu'on n'a pas le temps de faire. Demain, il faudrait que ce soit le cas. Il faut toujours capitaliser sur l'expérience. Ça, c'est très, très important. Et donc, demain, c'est ce qu'il faudrait faire, qu'on puisse formaliser vraiment notre démarche. Et, bien sûr, avoir une approche intégrée de la prévention dans toutes les procédures de travail, que ce soit de l'entrée du salarié à sa sortie, la préparation de l'intervention, ça aussi, aller à domicile, on utilise l'outil d'évaluation, pas dans sa totalité, mais on l'utilise. Voilà, il faudrait aller également plus loin, il y a quand même des pistes de réflexion. On soit beaucoup plus sur un système d'analyse plus systématique. Le travail à faire également, on a, alors, tout à l'heure je vous parlais de la PRAP 2S en fait, c'est la prévention de la prévention, oh là là j'ai perdu le terme, tout à l'heure je vous le dirai, je vais vous le retrouver, c'est que chaque personne soit acteur de sa prévention. Nous avons fait le choix de la PRAP pour l'ensemble des salariés, ça fait maintenant 2 ans que la prévention des risques liés à l'activité physique. Voilà, ça y est, je l'ai retrouvé, prévention des risques liés à l'activité physique dans le sanitaire et social. Donc tous les salariés vont suivre cette formation. On a commencé par le personnel de terrain. Et effectivement, je pense que M. Jean avait raison tout à l'heure de dire qu'il faut aussi que cette démarche soit intégrée par l'encadrement intermédiaire. Demain, c'est ce que nous allons mettre en place. Il faut aussi que les encadrements intermédiaires soient vraiment dans cette démarche-là. C'est une approche qui est globalisée et qui doit permettre de pouvoir faire diffuser cette prévention, que chaque personne soit vraiment acteur de la prévention, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Autre point très important pour l'avenir, il nous faut revoir nos plannings, il nous faut revoir l'organisation des plannings, pour que ce soit un vrai travail de refonte des plannings. Aujourd'hui, on fait souvent appel aux mêmes personnes parce que nous manquons de personnes. Voilà. Il faut vraiment qu'on tente vers des équipes peut-être un peu plus restreintes, des équipes autonomes, un travail beaucoup plus centré sur le personnel, qui soit beaucoup plus actif et acteur dans les plannings. La qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail, voilà, demain, après-demain, la qualité de vie au travail. Le fondement de la qualité de vie au travail, pour moi, on est quand même sur de la sécurité au travail. Aujourd'hui, on est sur un secteur en souffrance. Car on manque de personnel. On manque de personnel qualifié. Ce qui fait que les responsables de secteur peinent à couvrir le besoin que nous avons au domicile. Les salariés qualifiés, si vous vous rappelez nos 49% qui n'arrivent pas à couvrir les 61% que nous avons en besoin, souffrent également puisqu'elles sont sollicitées, beaucoup trop sollicitées. Et donc, demain, ce qu'il faut, c'est rendre attractif notre secteur d'activité. Pour cela, il faut qu'il y ait une vraie politique de développement de notre secteur. La loi du grand âge, on en parle beaucoup, on la recule aussi beaucoup. Voilà, il faut vraiment derrière les politiques soient beaucoup plus tournées vers notre secteur. Nos fédérations également soient dans la négociation pour que la valeur de pointe de nos salaires soit revue. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand même, nos intervenants à domicile sont payés encore au SMIC, bien souvent, malgré une convention collective. Bien entendu, si la valeur du poids augmente, il faut que les moyens financiers puissent suivre, puisque donc il faut que les dotations aux conseils départementaux soient augmentées également, parce que c'est eux qui ont la compétence dépendance. Voilà, tout cela fait que demain, pour arriver à une qualité de vie au travail, bien entendu, ça va passer par cette sécurisation, on va dire, des ressources. À nous également de valoriser le temps, de valoriser les actions de prévention que nous mettons en place pour que derrière, ces actions puissent être financées au même titre finalement qu'une intervention à domicile, puisque c'est complémentaire les unes avec les autres.
Voilà, je pense avoir fait le tour de ma présentation. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Et est-ce que vous avez des questions? Non, c'est parfait. On est bien dans le timing. Il nous reste un quart D'accord. d'heure pour traiter les questions. J'en ai déjà eu, de mon point de vue personnel, le temps de passer en mode présentation. Donc, je vais peut-être demander aussi à Monsieur Jean de redémarrer sa webcam. Comme ça, nous serons tous les trois pour des questions, puisqu'elles peuvent le concerner et vous aussi. Peut-être une vision en fait du temps que ça a mis chez vous, la mise en place, parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses de faites. Alors, pour nos participants, c'est quelque chose qui est réalisable en 3 ans, en 5 ans, en 10 ans, qu'on ait une petite notion de ce temps. Je ne peux pas vous donner vraiment une notion de temps, parce que, voilà, je vous le disais, moi, ça fait 25 ans que je suis dans la structure. Les points d'étape, peut-être on va partir sur les points d'étape, ce sera peut-être un peu plus parlant. Quand je vous parlais de la loi du 2.2, donc c'est en 2002, voilà, avec la professionnalisation du service, je pense que là, ça a permis les fondements de ce que nous sommes aujourd'hui, de ce que nous avons pu mettre en place aujourd'hui. Également, 2002, donc tout ce qui est nouvelle convention collective, avec la grille de rémunération, l'apparition, la création du diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale, c'est très important, 2003. Ça a été le point de départ de la professionnalisation, et pour nous en tout cas, hein, dans la structure, et d'une structuration de nos services. Je parlais tout à l'heure, la certification NF Service, nous l'avons gardée pendant 10 ans. Nous l'avons volontairement arrêtée pour des questions budgétaires. Ce qui ne nous empêche pas de continuer à être toujours dans l'amélioration continue. Je pense que vraiment ce qui a caractérisé cette époque-là, c'est la professionnalisation et notre capacité à nous analyser et être dans l'amélioration continue permanente. Je pense que c'est ça. Voilà, 2002, 2003, vous voyez, on est 2019 aujourd'hui. Peut-être aussi les points d'étape de la création du groupe Vivadom en 2012, où là, on a identifié des vraies fonctions support, telles que la mienne, avec un vrai service RH. Voilà, ça date de 2012, donc 8 ans, ça a été un autre point d'étape, on va dire, pour la structuration de la démarche. Et là, je dirais que depuis 4 ans, 4 ans maintenant, que j'ai moi-même l'animation du CSSCT, anciennement CHSCT, on a des actions qui sont peut-être un peu mieux suivies, puisqu'on y consacre un peu plus de temps. Jamais autant de temps qu'on en voudrait, ça c'est très clair, hein, faut dire aussi, hein, on aimerait en consacrer beaucoup plus, mais voilà, je pense que je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, ça permet d'avoir des notions d'échelle. Merci beaucoup. On va peut-être repasser sur une question un peu pratico-pratique, Monsieur Jean, peut-être une question qui avait été posée, et puis vous pourrez compléter, Madame Valat, la différence du coup entre un ergonome et un ergothérapeute. D'accord. Alors, nous avons, un ergothérapeute dans la structure, parce que nous sommes un service polyvalent d'aide et de soins à domicile, et nous avons un service spécialisé Alzheimer avec donc une ergothérapeute. Elle peut intervenir à domicile pour, bien entendu, sur accord de la personne, pour faire des préconisations en termes d'harmonisation et d'adaptation du logement. Après, pour être tout à fait honnête, je ne connais pas la définition entre un ergothérapeute et un ergonome. Je vous dirais des bêtises si j'allais plus loin. Monsieur Jean, peut-être que vous voulez faire une précision. Sans donner la définition, ce qui nous intéresse dans l'ergonome, c'est que tout à l'heure, il y avait même un commentaire qui était juste, hein, c'est l'ergonome, il va regarder la situation de travail. Donc il va se concentrer sur l'intervenant. L'ergothérapeute, ce qui est intéressant avec l'ergothérapeute, c'est qu'à la fois il va regarder l'intervenant, mais il va aussi regarder la personne aidée. Et quand on est sur de la notion d'aide et un travail humain, et en lien avec l'humain, l'ergonome est intéressant. Mais il y a peut-être une notion autour des fragilités de la personne aidée que l'ergonome ne va pas pouvoir identifier et que l'ergothérapeute, lui, va identifier. Et que dans cette identification des fragilités ou dans les débuts de fragilité, ça va être des déterminants de l'exposition au risque du salarié, de l'intervenant. Donc les deux se complètent.
et un ergonome va faire des préconisations, un ergothérapeute va faire une double préconisation pour la personne aidée et pour l'intervenant. Très bien, merci pour ces compléments. On avait des questions du coup concernant les EPI. Qui revient de la charge des EPI? Est-ce que c'est l'entreprise qui les met à disposition ou Oui. éventuellement c'est Non, des nous fournissons les EPI. Oui, tout ce qui est gants, tout ce qui est, si on doit y avoir des masques, des surblouses notamment, c'est nous qui les fournissons. Mhm. Ensuite, on a une question concernant les échanges au niveau des pratiques. Mhm. Donc, en fait, est-ce que tous les sujets sont abordés, notamment ceux en matière de protection de la sécurité? Oui, forcément, puisqu'on est sur l'analyse de pratique. On va partir, la personne qui est l'animateur va partir d'un témoignage sur une situation professionnelle et elle va le décortiquer et elles vont adapter ce qui peut-être il aurait fallu faire, l'attitude à adopter, la réponse à apporter, toujours sur une bonne pratique, mais avec la notion de sécurité. Après, je n'ai pas le retour de tout ce qui se dit en analyse de pratique, bien entendu, hein, ça reste du domaine de leur domaine, mais tous les cas pratiques sont étudiés et notamment tous les cas de sécurité qu'elles peuvent rencontrer. Et du coup, pour l'avenir, c'est vrai que vous aviez parlé des choses qui restent à faire, c'est notamment la mise en place de l'organisation des plannings. Oui. Donc on a une question qui est spécifique là-dessus, c'est comment pensez-vous pouvoir les autonomiser? Comment pensez-vous autonomiser les intervenantes sur la gestion du planning? C'est toute la question. On y réfléchit actuellement. Il faut qu'on fasse une expérimentation sur une petite équipe. Je pense qu'il faudrait partir sur peut-être une spécialisation sur un diplôme particulier ou une spécificité sur Alzheimer ou sur une pathologie en particulier, avec une animatrice sur cette équipe et qu'elle puisse ensemble construire leur organisation tout en ayant toujours un responsable de secteur en référence. C'est encore à créer. Alors je sais qu'il y a déjà des exemples en France, notamment par notre fédération, on a des remontées. On va aller les voir, on va aller les rencontrer et voir un peu ce qu'on peut en récupérer pour mettre nous-mêmes en place. Mais la réflexion est ouverte, on n'a rien arrêté encore. D'accord, très bien. Peut-être que Monsieur Jean, vous, avec le réseau des CARSAT, vous avez des retours, des bonnes pratiques à ce niveau-là? Au niveau des plannings? Oui, est-ce que, par exemple, il y a eu des échanges auxquels vous avez pu, qui vous sont remontés sur des bonnes pratiques, hein, parfois avec les collègues, je sais qu'au niveau national, ça échange sur Oui, ces thématiques. déjà, tout à l'heure, Madame Dalla mettait l'accent sur un point qui, sans forcément porter le point sur une bonne pratique, mais au moins sur des points de vigilance. L'intervention à 1 heure. Déjà, stratégiquement, de prendre une décision organisationnelle qui dit en dessous d'1 heure, moi, je ne prends pas ce genre d'intervention, c'est un impact sur le planning, mais qui va porter d'autres questions. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a des services d'aide à domicile qui font une intervention à la demi-heure. Il y a des institutions qui, dans leur plan d'aide, prévoient des interventions à la demi-heure. Donc je dirais, plutôt que des bonnes pratiques, j'aurais tendance à dire que cette question des plannings va peut-être générer des questionnements, mais pas qu'au niveau des services d'aide à domicile, mais aussi des acteurs institutionnels. Merci beaucoup. Donc, j'étais en train de taper qu'on pouvait prendre une dernière question avant de passer du coup à la partie sondage de satisfaction et téléchargement des supports. Alors voilà la dernière question. Du coup, on va en avoir 2, donc on prendra les 2 dernières. Donc je pense que ça a été précisé. Donc faites-vous une analyse des risques à domicile avant la première intervention? Alors nous allons effectivement au domicile avant la première intervention ou dans les 8 premiers jours de l'intervention.
nous utilisons la fameuse grille INRS. Alors, on ne l'utilise pas en totalité. Les remontées qui m'ont été faites par les responsables de secteur, c'était qu'elle était assez compliquée et qu'elles-mêmes avaient du mal à l'appréhender et elles n'ont pas la posture encore, tout à l'heure je disais qu'il fallait travailler dessus, elles n'ont pas encore la posture de faire le tour de l'appartement et de cocher des cases. Elles sont plus dans l'observation avec la grille sous les yeux. Bien entendu, on est sur l'environnement, on est sur le matériel proposé, on est également sur les produits utilisés. Voilà, oui, il y a effectivement des visites à domicile pour que l'intervention se passe dans les meilleures conditions possibles, on va dire. Merci. Alors, je vois qu'il y a M. Palota, du coup, qui est en train d'écrire sa question. On lui laisse un petit moment pour finir de nous écrire. Éventuellement, Monsieur Jean, oui, vous avez parlé de l'importance des RPS. Parce que c'est un point essentiel. Après, peu importe qui le fait, j'aurais tendance à dire non, c'est que l'intervenant à domicile va effectivement, je rejoins tout à fait Mme Valla, va avoir cette observation, et parce que c'est la personne qui réalise, donc la réalité des situations de travail, c'est bien l'intervenant qui va être le plus pertinent. Et encore une fois, je mets l'accent sur l'encadrement de proximité, quel qu'il soit, que ce soit un responsable secteur ou un adjoint, parce que là, doit s'ancrer, cette analyse des risques, elle doit s'ancrer dans la mise en place de la prestation. Après, peu importe l'outil, peu importe la façon dont cela est formalisé, par contre, qu'on s'entende bien entre le besoin du bénéficiaire et puis les limites de responsabilité du service d'aide à domicile, et que quand il y a une adéquation entre ses besoins et ses limites, tant mieux. Là où ça doit mettre l'accent, où ça doit questionner, où on doit trouver, si possible, des réponses, c'est là où il peut y avoir de l'antagonisme et des injonctions paradoxales. Je sais qu'il y en a plein dans ce secteur. Donc le rôle, c'est, si le rôle du service d'aide à domicile, c'est de pouvoir l'identifier, s'il peut y apporter une réponse, il y apporte une réponse. S'il ne peut pas, c'est là où le jeu partenarial avec les autres acteurs doit pouvoir se mettre en œuvre. Merci. Alors, on prend la dernière question, du coup. Donc, existe-t-il des AFS autres que TMS Pro? Donc, je pense qu'il y a une liste assez exhaustive. Ce que je propose d'ores et déjà, c'est qu'on puisse apporter des compléments, en fait, via un post-webinaire, comme on a pu le faire. Donc, on vous mettra bien sûr le lien en téléchargement, mais on met également le support présenté. Et il y a toute une partie annexe où on vous remettra des liens, notamment sur les AFS qui peuvent exister. Et dans la partie satisfaction tout à l'heure, n'hésitez pas notamment à remplir en fait la partie accompagnement. Ça fait partie des réunions d'information qui vont vous être proposées par les CARSAT en lien avec les chambres de commerce pour justement revenir vers vous pour vous présenter voilà, un parcours d'entreprise avec comment identifier les risques, les AFS qui peuvent être associés et voilà, les formations qui en découlent. Donc ça, pour l'instant, c'est en train de se mettre en place. Donc n'hésitez pas à solliciter votre conseiller CCI qui saura vous donner le timing de mise en place avec la carte. Voilà. Je vous propose maintenant juste de vous présenter le programme donc de la fois suivante. Donc on va se retrouver donc pour un dernier webinaire, donc le numéro 6, qui sera organisé autour de la thématique des TMS, donc les troubles musculo-squelettiques, donc comment bien les repérer pour mieux les prévenir. Donc ça sera organisé durant la semaine spécifique où de nombreux autres acteurs font des manifestations sur cette thématique, puisqu'on est sur la semaine des TMS. Donc avec l'intervention du médecin du travail et également un retour d'expérience donc d'un lycée à Argelès-Gazote. Je voulais plus particulièrement remercier donc tous les CCI qui ont relayé ce webinaire et permettre qu'il soit diffusé sur l'ensemble des territoires. Bien évidemment, les intervenants pour la qualité de leur présentation et des éléments qu'ils ont pu apporter.
et puis la Direct Occitanie qui cofinance cette opération pour nous permettre la réalisation de ces webinaires. Je vais maintenant conclure l'enregistrement, vous remercier pour votre participation.